La théorie quantique. C'est sans doute le chapitre le plus étrange et le plus mystérieux du livre de l'univers. Elle décrit le monde des particules subatomiques, là où les lois que nous connaissons cessent tout simplement de s'appliquer. Ce n'est pas qu'une simple science, c'est un véritable bond dans l'inconnu qui, encore à ce jour, inspire de profondes réflexions philosophiques. Les débats sur ces incroyables conséquences ne s'apaisent pas. Il y a là l'étonnant dualisme onde-particule, le principe de superposition, et maintenant, la frappante conception d'une conscience éternelle. Notre conscience, telle que nous la connaissons, peut-elle réellement subsister après la mort du corps physique? Et si oui, quelle en serait la part? Pour explorer cette idée incroyable, rappelons d'abord les bases de la théorie quantique et lions-les à notre compréhension de la conscience. Ainsi, la théorie quantique est une branche de la physique qui étudie le comportement de la matière et de l'énergie aux niveaux les plus infimes, les plus fondamentaux. Il s'agit des atomes, des électrons, des photons et d'autres particules, de celles qui composent absolument tout dans notre univers. Une des principales étrangetés de ce monde est que ses habitants peuvent se comporter à la fois comme des particules et comme des ondes. Autrement dit, ils peuvent être un minuscule objet doté d'une masse et simultanément une onde qui se propage dans l'espace. De plus, dans le monde quantique, il est impossible de connaître simultanément avec précision la position et la vitesse d'une particule. Ce célèbre principe d'incertitude a été formulé par le physicien allemand Werner Heisenberg. Et un autre postulat fondamental, les particules quantiques peuvent se trouver dans plusieurs états simultanément, exactement jusqu'au moment où nous tentons de les mesurer. Ce phénomène est appelé la superposition, et il est parfaitement illustré par la célèbre expérience des deux fentes. Imaginez un écran doté de deux fentes étroites sur lequel nous dirigeons un faisceau de lumière ou d'autres particules. Lorsque nous nous contentons d'observer le résultat, une figure d'interférence apparaît sur le mur derrière l'écran, des bandes claires et sombres alternées. Cela démontre que les particules se comportent comme des ondes, traversant les deux fentes simultanément et interagissant les unes avec les autres. Mais dès que nous installons un détecteur, pour déterminer par quelle fente précisément chaque particule passe, la magie disparaît. La figure d'interférence s'évanouit. L'acte même de mesure, d'observation, contraint l'onde à s'effondrer et à se transformer en particules. Cette expérience illustre de manière éloquente comment l'observateur peut littéralement créer la réalité. C'est une preuve directe de l'existence de certains facteurs qui relient à la fois notre conscience et le monde matériel. C'est précisément ce lien qui permet à l'observateur de façonner la réalité. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux grands esprits aient émis l'hypothèse que l'univers ne serait rien d'autre qu'une grandiose construction mentale. Voici ce qu'écrivait le physicien et astronome britannique Sir James Jeans. L'univers ressemble davantage à une grande pensée qu'à un gigantesque mécanisme. La raison n'est pas une invitée accidentelle dans le royaume de la matière, mais plutôt son créateur et son souverain. Ces mots ont trouvé leur prolongement dans la théorie du biocentrisme proposée par le scientifique Robert Lanza. Il estime que c'est la biologie, la vie elle-même, qui détient la clé de la compréhension de l'univers. Le biocentrisme affirme que la vie crée la réalité, le temps et le cosmos, et non l'inverse. À l'image de l'expérience des deux fentes, c'est la conscience qui façonne le monde. Et en mourant, elle poursuit tout simplement son existence au-delà de notre entendement. Selon Lanza, nous avons pris l'habitude de penser de manière linéaire. Nous appelons le ciel bleu parce que c'est ainsi que nous le voyons. Mais en réalité, si l'on agit sur les récepteurs de notre cerveau, le ciel pourrait nous apparaître vert et des poneys roses se matérialiseraient sur les nuages. Tout cela est dicté par notre conscience. Il en découle que tout ce que vous percevez n'existe pas sans votre conscience. Même le temps n'est qu'un produit de l'esprit humain.
Et c'est ici qu'émergent d'étonnantes parallèles avec la théorie quantique. Une opinion veut que la conscience et le monde quantique ne soient que deux facettes d'une seule et même réalité. Cette idée est développée par la théorie de la conscience quantique, proposée par le physicien Roger Penrose et le neurobiologiste Stuart Hameroff. Ils avancent que la conscience est le résultat de processus quantiques qui se déroulent dans les microtubules, à l'intérieur des neurones de notre cerveau. Selon leur modèle, le cerveau est fondamentalement un ordinateur quantique. Et lorsque les neurones atteignent un certain niveau de superposition, la conscience naît. Et cette conscience, peut-être, ne disparaît pas, mais se contente de passer à un autre état. Par exemple, dans un véritable ordinateur. Et c'est bien plus complexe qu'une simple intelligence artificielle capable de tenir un dialogue sensé. L'idée de l'immortalité numérique, du transfert de l'esprit humain vers une machine, passionne les esprits depuis l'aube de la science-fiction. Mais aujourd'hui, la frontière entre la fiction et la réalité s'estompe de plus en plus. L'idée du téléchargement de la conscience repose sur la conception du cerveau comme un ordinateur d'une complexité extrême qui traite l'information. Si nous parvenions à copier et reproduire fidèlement tous ces processus, nous pourrions alors théoriquement recréer la conscience de n'importe quel individu sous forme numérique. Imaginez un peu, l'esprit, les souvenirs, les émotions, tout ce qui constitue la personnalité ne disparaît pas avec la mort du corps. Une nouvelle version, mais absolument identique, de l'individu apparaît sous forme numérique. Bien sûr, c'est incroyablement complexe. Le cerveau humain est un réseau de 86 milliards de neurones, et rien que dans le cortex cérébral, on compte plus de 125 000 milliards de synapses, soit les connexions entre les neurones. Le volume d'informations est colossal. Même si l'on supprimait tous les mèmes qui encombrent notre cerveau, cela ne sauverait pas la situation pour autant. Mais il y a une bonne nouvelle. Pour créer une carte complète des connexions neuronales, il ne sera pas nécessaire d'extraire le cerveau du crâne. Et les premiers succès dans ce domaine sont déjà là. La première victime a été le ver nématode. Il ne possède que 302 neurones et environ 7000 connexions. Dans le cadre du projet OpenWorm, des scientifiques ont scanné le cerveau d'un ver, l'ont reproduit sous forme de programme et l'ont installé sur un robot Lego. Et le robot a commencé à bouger et à penser comme un ver. Il est évident que la création d'une carte complète du cerveau humain est une tâche infiniment plus complexe. Même avec un simple ver, les chercheurs se sont démenés pendant plus de 10 ans. Il est effrayant d'imaginer combien de temps il faudrait pour cataloguer toutes les connexions dans un système de 86 milliards de neurones. Selon des estimations approximatives, la capacité de mémoire du cerveau humain s'élève à environ 3000 téraoctets. Outre la capacité de stockage, il faudrait une puissance de calcul incroyable. Aujourd'hui, un ordinateur comparable en puissance au cerveau humain nécessiterait environ 1 gigawatt d'énergie. C'est la puissance d'une centrale nucléaire entière, juste pour faire fonctionner un seul ordinateur qui ferait exactement la même chose que notre propre cerveau. Mais supposons que tous les problèmes techniques soient résolus. Le cerveau artificiel est prêt. On pourrait transférer la conscience. Mais où? Dans un monde virtuel, dans le métavers, ou même dans le corps d'un robot humanoïde. Bien sûr, de nombreuses questions subsistent. Qui sera cette copie numérique? Aura-t-elle des droits? Comment cela changera-t-il notre société? La mise en œuvre de cette technologie, sans aucun doute, suscitera de nombreux conflits éthiques et sociaux. Pourtant, de plus en plus de preuves suggèrent que le téléchargement de la conscience est possible. Aucune loi de la physique ne contredit cela. Le problème réside uniquement dans la technologie, et avant qu'elle n'apparaisse, des décennies pourraient s'écouler. D'ici là, la société sera peut-être prête. Compte tenu de l'immense intérêt pour l'immortalité et le développement des métavers, le téléchargement de la conscience semble quasi inévitable. Mais à qui ce don sera-t-il réservé? Certainement pas à tout le monde. Espérons qu'il ne s'agira pas de fous
obsédés par le pouvoir, mais de ceux qui pourront apporter une contribution immense à l'avenir de toute l'humanité. Nous nous tenons au seuil de grands changements. Ferons-nous ce saut vers l'éternité? Seul le temps le dira. Il y a des milliards d'années, dans un coin discret de la Voie lactée, un immense nuage moléculaire a commencé à se contracter, donnant naissance à de nouvelles étoiles. L'une d'elles, notre Soleil, a rassemblé autour d'elle un disque de gaz et de poussière, d'où sont nées, avec le temps, 8 planètes et tout le reste du système solaire. Toutes les planètes de notre système se déplacent harmonieusement sur leurs orbites dans la même direction de rotation que le Soleil lui-même. De plus, la vitesse de leur mouvement varie. Plus une planète est proche de l'étoile, plus elle file vite. Ainsi, la durée de l'année varie d'une planète à l'autre. Plus une planète est éloignée du Soleil, plus sa gravité est faible, plus son mouvement est lent et plus son année est longue. Les orbites des planètes se trouvent dans un même plan que l'on appelle le plan de l'écliptique. Le plan de l'orbite terrestre est pris comme point de référence. Et, fait remarquable, les orbites des 8 planètes sont très proches de ce plan. L'inclinaison ne dépasse pas 7 degrés. Et si l'on retirait mentalement Mercure, la planète la plus proche du Soleil, il s'avère que les 7 autres mondes tournent avec une inclinaison ne dépassant pas 2 degrés. Un ordre pratiquement parfait. De plus, l'axe de rotation du Soleil lui-même n'est, lui aussi, incliné que de 7 degrés par rapport à ce plan commun. En observant ce tableau, il est difficile de croire que tout cela se soit mis en place de soi-même. On dirait qu'une force supérieure a soigneusement disposé toutes les planètes et les a fait se mouvoir en parfait alignement. Car intuitivement, il semblerait que les orbites devraient être orientées de manière aléatoire, puisque la gravité agit uniformément dans toutes les directions. Notre système solaire est un endroit étonnamment ordonné, et presque chaque système stellaire que nous observons est agencé de la même manière. Ces mondes tournent dans un même plan. Mais pourquoi? Pourquoi ne gravitent-ils pas autour de leur étoile de façon chaotique, comme un essaim d'abeilles? Pour comprendre cela, il faut remonter à 4 milliards et demi d'années, à l'époque où le Soleil commençait tout juste à se former à partir d'un gigantesque nuage de gaz et de poussière. De tels nuages sont de véritables pouponnières d'étoiles. Quand un nuage devient suffisamment massif et froid, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité, formant des amas denses dans lesquels de nouvelles étoiles s'allument. Si vous observez n'importe quelle nébuleuse formant des étoiles, comme la nébuleuse du Tuyau, vous remarquerez qu'elle n'a pas une forme sphérique parfaite. Elle est allongée, asymétrique. La gravité ne supporte pas l'imperfection. Elle amplifie même les plus infimes différences de forme initiale. En conséquence, les étoiles se forment dans les régions les plus denses, mais néanmoins asymétriques, de la nébuleuse. Et bien que les étoiles elles-mêmes finissent par devenir des sphères pratiquement parfaites, les amas de matière dont elles naissent sont initialement asymétriques. Ces amas commencent à s'effondrer en se contractant dans l'une des 3 dimensions. Et comme la matière dont nous sommes faits interagit lors des collisions, elle finit par former un disque en rotation, aplati. Oui, la gravité attirera la majeure partie de la matière vers le centre où une étoile se formera. Mais il restera autour d'elle ce que les astronomes appellent un disque protoplanétaire. Grâce aux télescopes spatiaux, nous pouvons observer de tels disques autour de jeunes étoiles. Et c'est le premier indice pour résoudre notre mystère. Les processus ultérieurs prennent des millions d'années, c'est pourquoi ici, la modélisation informatique nous vient en aide. Une fois que le disque s'est aplati, il continue de se contracter, mais il y a une grandeur physique qui doit être conservée. C'est le moment angulaire. En termes simples, c'est une mesure de la rotation de l'ensemble du système, du gaz, de la poussière, de l'étoile. Et les lois de la physique dictent que tout dans ce disque doit tourner, pour ainsi dire, dans une seule et même direction. Cependant, comme pour toute règle, il y a des exceptions.
Par exemple, une planète appelée WASP-17b. C'est un géant gazeux qui tourne autour de son étoile dans le sens inverse et de surcroît sous un angle de 150 degrés par rapport aux autres planètes. Comment est-ce possible? Plusieurs raisons peuvent te l'expliquer. Peut-être que, par le passé, ce système a subi une collision catastrophique. Ou bien, cette planète est une orpheline capturée depuis un autre système stellaire. Dans tous les cas, à l'échelle du cosmos, les planètes ne sont que de simples grains de sable, et pourtant, ce sont les objets les plus divers et les plus complexes de l'univers. Nulle part ailleurs, nous ne voyons une interaction aussi étonnante entre l'astronomie, la géologie, la chimie et la biologie. Et nulle part ailleurs, à notre connaissance, la vie ne peut exister sous la forme que nous lui connaissons. En parlant des dimensions de l'univers, il est important de distinguer deux notions. La première, c'est la taille de la partie visible de l'univers, ou, comme disent les scientifiques, notre horizon cosmologique. C'est une analogie directe avec l'horizon sur Terre. Nous ne voyons que jusqu'à une certaine limite, et ce qui se trouve au-delà, cela reste un mystère pour nous. Non pas qu'il n'y ait rien là-bas, mais parce que la lumière de cet endroit n'a tout simplement pas encore eu le temps de nous parvenir. En effet, la lumière des objets lointains voyage pendant des milliards d'années. Ainsi, en observant les galaxies lointaines, nous les voyons telles qu'elles étaient dans un passé très, très lointain. La lumière la plus ancienne que nous pouvons capter, c'est le fameux rayonnement fossile. Il est apparu lorsque l'univers n'avait que 380 000 ans, encore avant l'ère des premières étoiles et galaxies. En ces temps reculés, l'univers était 1 milliard de fois plus dense et les photons de ce rayonnement 1000 fois plus chauds qu'aujourd'hui. En étudiant cet écho micro-ondes du Big Bang, nous pouvons apprendre énormément sur le passé et l'avenir de notre monde. La région la plus lointaine que nous ayons réussi à discerner, c'est ce qu'on appelle la surface de dernière diffusion. C'est de là que nous parviennent les photons du rayonnement fossile. Ce qui se trouve au-delà d'elle est pour l'instant caché à nos yeux. Et c'est ici que commence le plus intéressant. En étudiant la carte du rayonnement fossile, les scientifiques ont remarqué une étrange anomalie. Aux plus grandes échelles, ce rayonnement s'est avéré être trop lisse. Il lui manque ces grandes fluctuations qui devraient absolument exister si l'univers était réellement infini. C'est un peu comme si vous écoutiez une symphonie où il manquerait étrangement les notes les plus graves, les basses. L'absence de ces basses cosmiques suggère que notre univers est finalement fini. L'une des explications les plus élégantes de cette énigme suggère que la topologie de l'univers est courbée de telle manière qu'elle se referme sur elle-même. Imaginez un gigantesque bagel cosmique ou un beignet. De la même manière que vous pouvez enrouler une feuille de papier pour en faire un tube sans en changer la géométrie, notre univers peut ainsi avoir la forme d'un beignet à 3 dimensions tout en restant plat. La modélisation a montré qu'un tel univers bagel correspond bien mieux aux données observées que le modèle standard de l'univers infini. Et si c'est le cas, tout notre vaste cosmos pourrait n'être que 3 ou 4 fois plus grand que la partie que nous pouvons observer. L'idée d'un univers fini peut sembler effrayante, mais en réalité, vous n'en ressentirez jamais les limites. Vous vivrez simplement dans un monde sans bord, même s'il possède un volume fini. Mais pourriez-vous, en voyageant suffisamment longtemps, revenir au point de départ? Théoriquement, oui. La lumière pourrait faire le tour d'un tel univers. Certes, cela prendrait des milliards d'années. Je me demande bien à quoi ressemblerait notre univers beignet vu de l'extérieur. Peut-être reposerait-il sur un plat gigantesque à côté d'autres univers similaires? La physique regorge d'idées incroyables et l'une des plus fascinantes est le trou de verre, ou, comme on l'appelle aussi, le tunnel de la taupe. C'est un tunnel hypothétique dans l'espace-temps, lequel, selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, peut relier 2 points complètement différents de l'univers, ou même 2 univers différents.
Ces derniers temps, de plus en plus d'études voient au jour, prouvant qu'un tel pont à travers l'espace et le temps est effectivement possible. Mais si nous en découvrions un, à quoi ressemblerait-il? Et le plus important, pourrait-on voyager à travers un trou de verre et en ressortir vivant? Pour commencer, il faut savoir que les trous de verre sont de deux types. Le premier est celui des traversables, dont l'existence requiert une matière exotique à densité d'énergie négative, qui empêche le tunnel de s'effondrer. Le second type est celui des ponts d'Einstein-Rosen infranchissables, prédits dès 1935. Plus tard, le physicien John Wheeler a prouvé que les entrées de tels trous de verre ressemblent mathématiquement beaucoup à ce que nous appelons des trous noirs. Oui, elles y ressemblent bel et bien, mais elles n'en sont pas. Les entrées sont deux trous noirs et leurs régions internes, au-delà de l'horizon des événements, forment le trou de verre lui-même. Mais qu'en est-il de la sortie? Là, ce n'est pas si simple. Pour y voir plus clair, il nous faut évoquer un autre phénomène étrange, l'intrication quantique. Imaginez que vous ayez une paire de gants. Vous en glissez un dans une boîte, sans le regarder, et l'envoyez à l'autre bout de la galaxie. Tant que vous n'aurez pas ouvert votre boîte, vous ne saurez pas quel gant vous avez, le droit ou le gauche. Mais dès que vous constatez que vous avez le gant droit, vous savez instantanément que le gauche est à l'autre bout de la galaxie. Il en va de même pour les particules élémentaires. Séparées par n'importe quelle distance, deux particules intriquées conservent entre elles une connexion mystérieuse. En mesurant l'état de l'une, nous connaissons instantanément celui de l'autre. Ce phénomène a été confirmé par de nombreuses expériences. Et maintenant, imaginez deux trous noirs intriqués. Selon certaines théories, ces trous pourraient être reliés par un trou de verre. Ils pourraient se trouver à n'importe quelle distance l'un de l'autre, mais leurs états quantiques seraient liés, tout comme nos gants cosmiques. Si tel est le cas, où chercher l'entrée d'un tel tunnel? L'une des hypothèses pointe vers le trou noir supermassif, Sagittaire, à étoile, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Cet endroit est idéal pour l'existence d'un trou de verre, en raison des conditions gravitationnelles extrêmes qui y règnent. Les scientifiques pensent que si un trou de verre s'y trouve réellement, la gravité des objets situés à son autre extrémité influencerait le mouvement des étoiles les plus proches. Ainsi, en analysant les orbites des étoiles autour du centre de notre galaxie, nous pourrions confirmer ou infirmer cette hypothèse. Bien sûr, un véritable trou de verre serait très différent de ce que nous voyons au cinéma. Dans des films tels que 2001, L'Odyssée de l'espace ou Interstellar, les astronautes ne sont que légèrement secoués pendant le voyage. En réalité, tout objet tombant dans un trou de verre serait instantanément détruit en raison de son instabilité, sans parler de la gravité monstrueuse et des températures extrêmement élevées. Mais même si l'on imagine posséder un super vaisseau capable de résister à tout cela, un autre problème demeure. Pour maintenir un trou de verre ouvert, il faudrait une source d'énergie négative. Et comment la créer? Nous n'en avons, pour l'instant, pas la moindre idée. Les trous de verre nous paraissent une fantaisie absurde. Pourtant, on disait autrefois la même chose des trous noirs. Et puis, on a commencé à les trouver. Aujourd'hui, nous savons que dans le monde des particules élémentaires, au sein du vide quantique, des myriades de particules virtuelles naissent et s'évanouissent sans cesse, et que l'espace-temps se courbe. Les chercheurs sont même parvenus à obtenir des photons visibles littéralement du néant. Ceci prouve que le vide n'est, en fait, pas si vide que ça. Peut-être que l'intrication quantique n'est pas une action fantôme à distance, mais un pont bien réel dans la géométrie de l'espace-temps. Et cela signifie que dans le monde quantique existent la téléportation et les micro-trous de verre. Et en réalisant cela, on se met à considérer l'hypothèse des trous de verre géants dans le cosmos sous un tout autre angle. Le monde qui nous entoure est ainsi fait que tout ce que nous voyons, c'est, au fond, de la lumière. Difficile à croire, mais les objets que nous distinguons ne sont en réalité que des corps avec lesquels les rayons lumineux interagissent.
Ces rayons se réfléchissent, se réfractent, et nos yeux, en les captant, transmettent l'image de l'objet à notre cerveau. La nature de la lumière, c'est une histoire étonnante et fascinante. Autrefois, les scientifiques considéraient la lumière comme un courant de minuscules particules. Puis, de nombreuses preuves de sa nature ondulatoire sont apparues, menant à l'élaboration de la théorie ondulatoire. Mais au début du XXe siècle, Albert Einstein a de nouveau trouvé des preuves en faveur d'une nature corpusculaire. Finalement, la théorie quantique a mis tout le monde d'accord, montrant que la lumière est à la fois une onde et une particule. Aujourd'hui, nous concevons la lumière comme un rayonnement électromagnétique qui peut se comporter soit comme une onde, soit comme un flux de particules, des photons, dépourvus de masse. Pour ce qui nous entoure sur Terre, les choses sont plus ou moins claires. Mais que se passe-t-il si nous regardons le ciel étoilé la nuit? Là, tout se complique bien davantage. Regardez n'importe quelle étoile. Vous la voyez à un point précis, mais en réalité, elle se trouve déjà ailleurs depuis longtemps. Et peut-être même qu'elle n'existe plus du tout. En effet, sa lumière a voyagé jusqu'à nous pendant des milliers, voire des millions d'années. Nous ne voyons qu'une image fantomatique d'un passé lointain. De nombreux facteurs influencent la position visible des étoiles. Il s'agit de la réfraction de la lumière dans l'atmosphère terrestre et du changement de position de l'observateur en raison de la rotation de la Terre. Mais le plus intéressant, sans doute, est la déviation gravitationnelle de la lumière. Autrement dit, la courbure des rayons lumineux à proximité d'objets massifs. Et c'est là que la question se pose. Comment la gravité peut-elle agir sur la lumière si les photons n'ont pas de masse, puisque la gravité est une interaction entre corps possédant une masse. Et effectivement, un photon n'a pas de masse. Mais la théorie de la relativité générale d'Einstein nous explique que la gravité n'est pas une force, au sens où nous l'entendons habituellement. C'est une courbure de l'espace-temps lui-même sous l'effet de la masse. Imaginez une toile tendue, c'est l'espace-temps. Si l'on y pose une boule lourde, le tissu se creusera. C'est précisément ainsi que tout objet massif, une planète, une étoile ou un trou noir, courbe l'espace autour de lui. Et un photon, en passant à proximité, ne fait que suivre cette courbure, continuant son chemin en ligne droite, mais dans un espace déformé. Mais à nos yeux d'observateurs, son trajet semble se courber. C'est un peu comme si vous décidiez de faire le tour de la Terre en allant toujours tout droit. Pour vous, votre chemin serait parfaitement droit, mais un observateur depuis l'espace verrait que vous décrivez un cercle. Cette prédiction stupéfiante de la théorie de la relativité fut démontrée par l'astronome Arthur Eddington le 29 mai 1919. Lors d'une éclipse solaire totale, il a photographié les étoiles situées à proximité immédiate du disque solaire. Il a ensuite comparé ces clichés avec des photographies de la même région du ciel, prises en l'absence du Soleil. Et il s'avéra que la position apparente des étoiles s'était déplacée. Cela signifiait que le Soleil massif courbait bel et bien l'espace, et avec lui les rayons lumineux qui le traversaient. La théorie de la gravitation de Newton, qui avait prévalu pendant 2 siècles, était ainsi remise en question. Impossible d'évoquer l'influence de la gravité sur la lumière sans mentionner l'un des plus beaux effets cosmiques, le lentillage gravitationnel. Lorsqu'entre nous et une source de lumière lointaine, tel un quasar, se trouve un autre objet massif, comme une galaxie, son champ gravitationnel agit comme une lentille géante. Il courbe et focalise la lumière, et nous voyons une image déformée, parfois même multipliée, de l'objet lointain. Si la galaxie lentille a une forme régulière et se trouve parfaitement dans notre ligne de visée, nous pouvons observer ce qu'on appelle l'anneau d'Einstein, un cercle lumineux parfait. Et si la lentille est une galaxie spirale, nous pouvons alors voir la croix d'Einstein, 4 images du même quasar. Il s'avère que, selon la science moderne, la force d'attraction en tant que telle n'existe pas. Il ne s'agit que d'une courbure de l'espace-temps. Et la lumière,
en parcourant l'espace, nous montre en substance la géométrie de l'univers. Elle nous montre combien l'espace est faiblement courbé autour des planètes, combien il l'est fortement autour des étoiles et combien il l'est incroyablement autour des trous noirs. Bien sûr, qui sait, peut-être que d'ici 100 ans, une nouvelle théorie, encore plus précise, verra le jour et bouleversera à nouveau nos conceptions du monde. Notre monde possède 3 dimensions, la longueur, la hauteur et la largeur. Ce sont ces coordonnées qui définissent notre espace. Mais s'il existait d'autres dimensions qui nous échappent, serait-il possible de découvrir cette insaisissable 4e dimension? Essayons de réfléchir. Commençons par le plus simple, avec le point. Il n'a ni longueur, ni largeur, ni hauteur, il est donc de dimension 0. Maintenant, si l'on déplace un point sur une ligne droite, on obtient un segment. Il possède une seule dimension, la longueur. Il est unidimensionnel. Maintenant, prenons ce segment et déplaçons-le dans une direction perpendiculaire. Nous obtiendrons un carré qui possède déjà 2 dimensions, la largeur et la hauteur. Il se trouve dans un espace à 2 dimensions, sur un plan. Si nous déplaçons le carré dans une direction perpendiculaire à ce plan, nous obtiendrons un cube, un objet à 3 dimensions ayant une longueur, une largeur et une hauteur. Il se trouve dans l'espace à 3 dimensions dans lequel nous vivons, vous et moi. Mais il y a ici une nuance importante. Nous nous représentons bien les objets à 3 dimensions, mais nous n'en voyons toujours que leur projection à 2 dimensions. En regardant un cube, vous ne pouvez pas voir simultanément sa face arrière. Votre vision est à 2 dimensions. Si elle était à 3 dimensions, vous verriez le cube sous tous les angles à la fois, en transparence, comme un scanner à rayon X. Vous verriez tout l'espace dans sa totalité et rien ne pourrait vous échapper. Imaginer un espace à 4 dimensions est aussi difficile pour nous que pour un habitant hypothétique d'un monde plat à 2 dimensions d'imaginer une 3e dimension. Le cube à 4 dimensions, ou tesseract, s'obtient en déplaçant un cube ordinaire dans une direction qui n'existe tout simplement pas dans notre monde à 3 dimensions. Nous ne pouvons pas le voir, mais nous pouvons tenter de l'imaginer. Mais pourquoi notre monde a-t-il exactement 3 dimensions spatiales? Évidemment, parce que la matière dont nous sommes faits possède 3 caractéristiques, la longueur, la largeur et la hauteur. Le bon sens refuse d'accepter quoi que ce soit d'autre. Mais et si la matière à 4 dimensions possédait une propriété spatiale supplémentaire? Certains l'appellent profondeur ou perméabilité. Mais le terme le plus juste est sans doute l'imbrication. Comme dans un tesseract, où un cube est imbriqué dans un autre. Pouvons-nous voir quelque chose de la 4e dimension? Très probablement, oui, mais ce ne serait qu'une projection, une partie du tout. Les habitants d'un monde ligne à une dimension percevraient un être bidimensionnel seulement comme un point. Et les habitants d'un plan bidimensionnel nous verraient, nous, être tridimensionnels, seulement comme nos empreintes bidimensionnelles, par exemple des traces sur le sol. De la même manière, nous aussi, habitants d'un monde tridimensionnel, ne pourrions percevoir des êtres quadridimensionnels que comme leur projection tridimensionnelle. Or, une dimension supérieure confère un avantage considérable. Un être issu d'une dimension supérieure peut enfreindre les lois de la physique d'une dimension inférieure. Imaginez une prison dans un monde bidimensionnel. Pour un habitant plat, elle serait infranchissable, mais un être tridimensionnel pourrait simplement sortir de ce plan vers le haut et se retrouver libre. De la même manière, un habitant d'un monde quadridimensionnel pourrait aisément quitter n'importe laquelle de nos prisons tridimensionnelles les plus sûres en s'engageant simplement dans une direction inaccessible pour nous. Si notre monde devenait soudainement quadridimensionnel, cela entraînerait une catastrophe. Une nouvelle direction de mouvement apparaîtrait et toute la matière commencerait à se réorganiser au niveau atomique.
les propriétés chimiques des éléments seraient modifiées, ce qui serait mortel pour toutes les formes de vie. Notre planète, tout en conservant sa masse, s'effondrerait dans la quatrième direction sous l'effet de sa propre gravité pour se transformer en une hypersphère quadridimensionnelle. La même chose arriverait au Soleil et à tous les autres corps célestes. Bien sûr, l'idée de dimension supérieure a toujours inspiré les écrivains, les artistes et les réalisateurs. Dans le film Interstellar de Christopher Nolan, l'humanité du futur a évolué en des êtres de 5 dimensions, pour lesquelles l'espace et le temps sont des dimensions physiques à travers lesquelles on peut se déplacer. On se demande encore si la 4e dimension est spatiale ou s'il s'agit du temps lui-même. Combien de dimensions existent au-delà de notre perception reste pour l'instant un mystère. Mais la compréhension d'au moins quelques dimensions supplémentaires pourrait nous offrir un outil incroyable pour maîtriser la réalité. La figure énigmatique d'Albert Einstein est connue du monde entier grâce à ses théories révolutionnaires qui ont à jamais transformé notre conception du temps, de l'espace et de la réalité. En 1905, Einstein a proposé la théorie de la relativité restreinte, selon laquelle les lois de la physique sont les mêmes pour tous et la vitesse de la lumière dans le vide est absolue et constante. Cette idée conduisait à des conclusions incroyables, telles que le ralentissement du temps et la contraction des longueurs, mais aujourd'hui, ces phénomènes sont des faits scientifiquement prouvés. 10 ans plus tard, en 1915, il a présenté la théorie de la relativité générale. Il y affirmait que la gravitation n'était pas une force, mais une courbure de l'espace-temps lui-même sous l'effet de la masse et de l'énergie. L'idée selon laquelle des objets massifs peuvent courber le tissu même de la réalité semblait relever du surréalisme, mais elle aussi fut brillamment confirmée par des observations. Dans le domaine de la mécanique quantique, Einstein a prédit le concept de l'action effrayante à distance, connue aujourd'hui sous le nom d'intrication quantique. L'idée que 2 particules puissent s'influencer instantanément sur d'immenses distances lui paraissait absurde, et pourtant, ce phénomène stupéfiant a été confirmé par des expériences. Einstein, physicien théoricien, prix Nobel, est l'auteur de plus de 300 travaux scientifiques. Son nom est connu de tous sur Terre, mais peu de gens savent qu'en tant que personne, il était fort singulier. Parfois, il se comportait de manière contradictoire, grossière et même folle aux yeux de son entourage. Albert Einstein fut aussi un bébé. Il est né en 1879 dans la ville allemande d'Ulm. Dans son enfance, il s'est développé lentement, n'a pas parlé avant l'âge de 3 ans et ses parents craignaient qu'il ne reste en retard. Il ne commença à s'exprimer de façon plus ou moins intelligible qu'autour de ses 7 ans. Le garçon souffrait probablement d'une forme d'autisme. Dans son enfance, Albert était très religieux. Il croyait que la connaissance de l'univers était indissociablement liée à Dieu. Mais à 12 ans, sous l'influence d'ouvrages scientifiques, ses vues ont radicalement changé. Il devint sceptique face à la religion, la considérant comme un instrument de manipulation. Plus tard, interrogé sur Dieu, il répondit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se manifeste dans l'harmonie de tout ce qui existe, mais pas en un Dieu qui s'occupe des destinées et des affaires humaines. » Ses études au gymnase de Munich lui étaient bêtes et pénibles. Il exprimait ses pensées d'une manière peu conventionnelle, avait un défaut d'élocution, et certains de ses professeurs continuaient de le considérer comme intellectuellement déficient. Pourtant, Albert ne s'intéressait qu'à ses matières scientifiques préférées, ignorant les matières littéraires et humanitaires. Il détestait l'école et considérait ses enseignants comme des parvenus. Il s'accrochait fréquemment avec eux et s'est forgé la réputation du pire élève. N'ayant jamais obtenu son diplôme, Einstein partit avec ses parents en Italie. À 16 ans, il décida de s'inscrire à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Il n'avait pas d'argent pour le voyage et il fit le trajet de l'Italie à la Suisse à pied. Il réussit brillamment les examens de sciences exactes, mais échoua ceux de matières littéraires et humanitaires.
Malgré tout, en 1896, il devint finalement étudiant à l'école polytechnique de Zurich. Ses études lui furent de nouveau difficiles. Le jeune Albert contestait sans cesse ses professeurs. Une fois diplômé, il eut beaucoup de mal à trouver un emploi, souffrit souvent de la faim, ce qui mina sa santé. Finalement, il décrocha un poste d'expert au bureau des brevets. Ce travail ne lui demandait pas de grands efforts et lui laissait beaucoup de temps libre qu'Einstein consacrait à la physique. Et c'est ainsi que, finalement, en 1905, ses articles scientifiques firent une véritable sensation dans le monde scientifique. Ce fut l'année qui changea à jamais notre compréhension de l'univers. Imaginez une année qui a bouleversé la science à jamais. En quelques mois seulement, un jeune scientifique publie des travaux qui jettent les bases de la théorie de la relativité, expliquent le mouvement chaotique de particules microscopiques dans un liquide, bouleverse notre compréhension de la lumière et pose les fondations de la mécanique quantique. Ce scientifique, c'est Albert Einstein. 4 ans après ses percées, il obtient enfin le titre de professeur. Mais sa rémunération était si modeste que lorsqu'on lui a proposé de prendre la tête d'une chaire à l'université allemande de Prague, il accepta sans hésiter. 3 ans plus tard, il devient professeur à Berlin. Et c'est là que débute son œuvre majeure, celle qui mènera à des découvertes aujourd'hui connues de tous les écoliers. Cependant, Einstein n'exprimait pas seulement ses idées dans le silence des bureaux scientifiques. La politique a fait irruption dans sa vie et y a laissé une empreinte profonde. Il devint ainsi l'un des plus célèbres défenseurs de la paix au monde, un pacifiste convaincu. L'attirance d'Einstein pour les idées pacifistes s'est révélée dès sa jeunesse. Il parvint à échapper au service militaire obligatoire en Allemagne en renonçant à sa citoyenneté allemande en 1896. Plus tard, il se soustrayait aussi au service dans l'armée suisse, présentant des certificats médicaux d'inaptitude. S'agissait-il de la vérité? Nous ne le saurons jamais. Mais Einstein, qui qualifiait la conscription d'esclavage légalisé, ne fut probablement pas très contrarié par sa faible santé. La Première Guerre mondiale transforma Einstein en un défenseur encore plus fervent de la paix. Ce n'est que dans des temps comme les nôtres, dit-il en 1914, lorsque la guerre venait juste de commencer, que l'on commence à comprendre à quelle créature misérable on appartient. C'était l'apogée de tout ce qu'il craignait tant. L'Europe, dans sa folie, s'engageait dans quelque chose d'inimaginablement absurde. Mais ce qui le choqua encore plus, ce fut la disposition de ses collègues, dont beaucoup il respectait profondément, à se ranger sous les drapeaux de la guerre. Par exemple, Fritz Haber, brillant chimiste, devint une figure clé dans le développement des gaz toxiques. Il observa personnellement comment son invention mortelle coûta la vie à 5000 Français et Belges lors de l'attaque d'Ypres en 1915. Walther Nernst, qui reçut le prix Nobel en 1920, participa également activement à la création d'armes chimiques. Mais le coup le plus terrible pour Einstein fut peut-être la déclaration publique de Max Planck affirmant que cette guerre était juste. Haber, Nernst et Planck figuraient parmi ceux qui signèrent le soi-disant « Manifeste des 93 ». Il s'agissait d'une lettre ouverte de 1914, dans laquelle les plus grands esprits d'Allemagne prenaient la défense des actions de leur pays et déclaraient la guerre une nécessité. En réponse à cela, Einstein signa une pétition alternative, le Manifeste aux Européens. Celle-ci appelait à mettre fin au nationalisme agressif, mais ne recueillit pas suffisamment de signatures et demeura non publiée. Malgré cet échec, Einstein continuait d'user de toute son influence pour appeler à la fin rapide de la guerre et à la création d'une Europe unie et fédérale. En novembre 1915, il a rédigé un essai, « Ce que je pense de cette guerre », dans lequel il attribuait l'agression à la nature biologique du principe masculin. À la même époque, il a commencé à promouvoir activement l'idée d'une organisation internationale capable de contrôler les gouvernements de différents pays. Bien que ces idées irritassent beaucoup
Dans les années 20, sur fond de nazisme naissant en Allemagne, sa position ne faisait que se renforcer. Il a commencé à jouer un rôle actif dans plusieurs campagnes pacifistes. Pour lui, c'était l'un des rares moyens de se faire entendre d'un monde qui s'aveuglait à grande vitesse. En 1922, il a rejoint le Comité de coopération intellectuelle de la Société des Nations, un organisme chargé d'assurer les échanges culturels entre les nations au nom de la paix sur Terre. En 1931, il se qualifiait de pacifiste militant. Il était convaincu que la seule façon d'arrêter la guerre résidait dans le refus universel des hommes de combattre. Toutefois, en 1933, le monde bascula. L'avènement de Hitler au pouvoir en Allemagne força Einstein à revoir ses convictions les plus profondes. Quand Hitler déploya sa machine d'État de la terreur, s'acharnant avec une cruauté particulière contre les Juifs, Einstein comprit que, dans certaines circonstances, le pacifisme n'était pas une panacée. Il réalisa que la résistance armée au régime despotique pouvait s'avérer nécessaire et abandonna sa position intransigeante d'antan. En 1954, il expliqua à l'écrivain Herbert Fox comment il avait précisément ajusté sa vision du monde. « J'ai toujours été pacifiste, c'est-à-dire que je refusais de reconnaître la force militaire comme un moyen de résoudre les conflits internationaux. Cependant, je crois qu'il serait déraisonnable de s'accrocher inconditionnellement à ce principe. L'exception doit être faite si une force hostile menace toute nation d'une annihilation complète. » En 1933, il renonça pour la deuxième fois à sa citoyenneté allemande. 11 ans plus tard, commentant la tragédie du ghetto de Varsovie et la mort de plus de 300 000 personnes, il prononça des mots terribles. Le peuple allemand est responsable de ces massacres et doit être puni en tant que nation. Oui, c'était tranchant et sans compromis. Il n'est pas surprenant que ces mots aient mis en rage de nombreux habitants d'Allemagne. 1 an plus tard, sa position ne s'était pas assouplie du tout. Lors d'une conversation avec son ami, le lauréat du prix Nobel James Franck, il fit remarquer que l'Allemagne avait commis le meurtre de millions de civils, selon un plan minutieusement préparé. Laissez-les faire, ils recommenceraient. Ils n'ont ni culpabilité ni remords, disait Einstein. Après que les nazis eurent condamné ses œuvres à être brûlées, le scientifique prit sa petite revanche. Après la guerre, il interdit la publication de ses livres en Allemagne. Au fil du temps, la vision d'Einstein de l'avenir de l'humanité est devenue profondément pessimiste. « La guerre existera toujours tant qu'il y aura des hommes », déclara-t-il. Il était désormais convaincu qu'un système de contrôle des États nécessitait une refonte majeure, sans quoi tout espoir était vain. Il plaidait avec toujours plus d'insistance pour un parlement supranational, une sorte de gouvernement mondial doté d'un pouvoir suffisant pour maintenir la paix. Cette organisation devait fonctionner comme une police internationale et, en cas de besoin, comme un tribunal international. Une force à laquelle chaque pays se soumettrait sans condition. Mais, à son grand regret, ni la Société des Nations, née des cendres de la Première Guerre mondiale, ni l'Organisation des Nations Unies, instaurée après la Seconde Guerre mondiale, n'ont jamais acquis la force nécessaire pour remplir cette mission. Et en observant l'histoire des compromis auxquels l'ONU a eu trop souvent recours pour complaire à telle ou telle puissance, force est de constater que ces craintes étaient plus que fondées. On accusait constamment Einstein d'idéalisme incorrigible, et peut-être non sans fondement, mais qui, sinon lui, comprenait toute la dangerosité du nationalisme, surtout à l'aube de l'ère nucléaire. S'exprimant en 1947, il prononça sa célèbre phrase « La puissance de l'atome libéré a tout changé, sauf notre mode de pensée. Et c'est ainsi que nous avançons vers une catastrophe sans précédent. » Il devint un fervent partisan du désarmement nucléaire et de la création d'un organisme international pour le contrôle de l'énergie atomique. Le parcours d'Albert Einstein
D'un humble employé au bureau des brevets jusqu'à lauréat du prix Nobel et sommité scientifique, est une histoire incroyable et inspirante. Sa vie nous aide à comprendre comment une pensée audacieuse peut entièrement bouleverser notre conception de l'univers. Mais l'héritage d'Einstein ne se limite pas seulement à des équations et des révolutions scientifiques. Il englobe sa philosophie de vie, ses déclarations franches et audacieuses sur la société et la politique. Il était un fervent défenseur des droits civiques, un farouche opposant au nationalisme et au militarisme. Au cœur de sa vision du monde se trouvait une foi inébranlable en la liberté individuelle, la quête de la vérité et l'importance de l'humilité intellectuelle. Toute sa vie, le savant a conservé un émerveillement enfantin face à la nature, ce que sa célèbre citation exprime le mieux. La plus belle chose que nous puissions expérimenter est le sentiment du mystère. C'est la source de tout art véritable et de toute science authentique. Il nous exhortait à exercer notre esprit critique, à remettre en question les autorités et à ne jamais perdre notre curiosité en dépit des cadres rigides de l'éducation et de la société. Ses réflexions sur la responsabilité des scientifiques témoignent d'une profonde compréhension des conséquences de leur travail. L'essence de son esprit, son mépris des conventions, sa curiosité insatiable et sa compassion pour l'humanité continuent de résonner à travers les siècles. Sa vie est un témoignage des incroyables réalisations dont l'être humain est capable lorsque son intelligence agit de concert avec sa conscience.